Alors, aujourd'hui, je suis avec Jérémy Fleu, un vrai prof de FLE qui a un vrai diplôme avec des vraies études, pas comme moi. Et du coup, c'est l'occasion pour moi, Jérémy, de te poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre sur ma chaîne parce que je n'ai pas du tout cette expérience, parce que moi, je ne suis pas un vrai prof de FLE, je suis vraiment juste un tuteur expert en conversation et je partage mon expérience avec ça. Mais peut-être rapidement, Jérémy, tu peux nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es et pourquoi tu es bien meilleur que moi à enseigner le FLE. Ouais. Bon, déjà, merci Tom de m'inviter sur ta chaîne. Donc, ouais, je m'appelle Jérémy, j'ai pas encore 30 ans, bientôt 29. Donc voilà, presque un trentenaire, ça me rajeunit pas. Mais ça fait 8 ans que j'enseigne le français, le FLE. J'ai commencé en 2015. À l'époque, vraiment, je partais de zéro, c'était en Erasmus en Allemagne. Et j'ai décidé à partir de là de faire des études de FLE. Donc j'ai fait un Master 1 FLE à Montpellier. J'ai enchaîné avec un Master 2. J'ai même enseigné dans plusieurs pays, notamment la France, bien sûr. J'avais commencé en Allemagne à l'époque, sans diplôme. Puis l'Angleterre, où j'étais tuteur. La Chine et Taïwan. Après, je suis resté indépendant comme enseignant FLE. Et maintenant aussi, j'accompagne les profs. Voilà un petit peu pour mon parcours comme prof de français langue étrangère. Excellent. Et donc du coup, dans ces études de FLE, grossièrement, rapidement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu apprends dans ces études ? Alors, ce qu'on apprend dans les études de FLE, c'est, on va dire que, alors moi, je pense que ça varie aussi de différents, ça dépend du type de diplôme que tu fais. Il existe plusieurs types de diplômes. On peut avoir le Master FLE, il y a aussi un autre diplôme qui s'appelle le DAFLE. Je sais qu'il y a même un DU FLE. Alors DU FLE, c'est un peu différent parce que lui, il fait la passerelle en gros entre si tu n'as rien à voir avec le FLE ou les langues, si tu as été dans la biologie, tu peux faire un DU FLE qui te permettra ensuite d'avoir un Master FLE. C'est un peu la passerelle en fait. Donc moi, j'ai fait un Master FLE. J'ai été pris assez facilement parce que j'ai fait des langues avant. Et en gros, grosso modo, les types d'unités d'enseignement que j'avais, il y avait des trucs du style acquisition du langage. Donc c'était beaucoup de linguistique, comment l'enfant apprend une langue. En fait, voilà, il y avait beaucoup de parallèles avec la linguistique et les langues. On avait des UE un petit peu plus spécifiques comme l'apprentissage de la grammaire. On apprenait ce qu'on appelle les microsystèmes grammaticaux. Donc en gros, toute la liste des pronoms, la liste des adverbes, les temps, les modes, les subjonctifs ou des trucs comme ça. Moi personnellement sur ce tuyau-là, j'ai pas retenu des tonnes de trucs parce que en fait on te lance un peu des listes comme ça et puis on te dit voilà c'est comme ça, tu apprends un petit peu la théorie, tu apprends un peu des systèmes, mais grosso modo on sait pas trop après en contexte comment ça marche quoi, tu vois, c'est juste des trucs comme ça. Il y avait aussi un peu de phonétique. Sur la phonétique de mémoire, ça j'avais bien aimé parce que c'était assez pratique. On promet un apprenant, par exemple, un élève qui n'arrivait pas à faire la différence entre le S et le Z, et on a créé des exercices qui étaient pour l'aider en fait par rapport à ça. Donc il y avait les exercices qu'on voit dans les manuels assez typiques, genre différencie tel ou tel son. Le paire minimal. Ouais, les trucs comme ça, ouais. Enfin, il y avait une batterie d'exercices qu'on devait créer, et ça c'était un peu plus pratique, j'ai trouvé, donc c'était intéressant. En termes d'UE, après ce que j'avais, il y a des trucs un peu plus... c'est vraiment hyper général en fait, parce qu'on avait des trucs aussi sur l'apprentissage de la lecture pour les migrants notamment, des trucs comme ça. J'avais fait aussi... on apprenait aussi sur la méthode communicative, parce que c'était pas un truc qu'on était forcément... où c'était naturel en fait d'arriver à enseigner par le biais du communicatif. Donc de temps en temps on avait aussi... Qu'est-ce que ça veut dire enseigner par le biais du communicatif ? Parce qu'en fait, tu sais, nous on a appris, en fait, ce qu'on apprend en Master FLE, c'est comment la didactique des langues, du FLE en général, comment ça a évolué. Donc on part en fait des années je sais pas combien, même avant les années 60, 70. Au début, on parle de la méthode avec l'audiovisuel, tu sais, ce qu'on appelait le SGAV. Donc c'est méthode socio-globale, je crois que ça s'appelle structuro-global audiovisuel. Okay. C'est des méthodes un peu vraiment à l'ancienne où on regardait des extraits, puis on devait essayer de recopier comment la personne elle lisait exactement dans l'extrait du film. Enfin, c'était un peu à l'ancienne. Après, la méthode des années 80, donc plus communicatif. Après, c'était plus actionnel, donc on va directement dans une boulangerie et on se démerde à partir de là. Enfin, tu vois, et nous, en fait, on étudiait théoriquement comment ça a évolué, quels étaient les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes. Et en fait, on se rendait compte qu'il y avait des trucs intéressants dans chacune des méthodes, mais il n'y avait rien qui était vraiment parfait. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est plus encore dans l'actionnel.
C'est ce qu'on fait en cours de FLE, c'est-à-dire, je suis en classe, là, je vais simuler un truc où je vais découper des billets en papier, on va simuler une boulangerie, on va faire les vendeurs et les acteurs et ceux qui achètent, et on va devoir, à partir de la leçon qu'on a vue, là, les faire parler aux clients directement, ou carrément, on va aller chez Ikea et on va demander à vraiment qu'on puisse acheter directement le lit ou le truc comme ça. Donc voilà. Donc nous on a étudié ça en master FLE. Voilà, après de façon exhaustive, on a vu pas mal de choses comme ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ok, donc c'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de linguistique, de l'histoire de l'enseignement du FLE avec les différentes théories et les choses comme ça. Yeah, c'est ça, ouais. Ok, des sujets qui moi personnellement m'intéressent vachement parce que même si j'enseigne pas la grammaire ou des trucs comme ça et que je l'apprends pas énormément, enfin de façon traditionnelle quand j'apprends une langue, je kiffe la linguistique et les théories d'apprentissage des langues et tout ça. Tout à fait. Ok. Et du coup, de tout ce que tu as appris, qu'est-ce que tu utilises vraiment au quotidien quand tu donnes des cours, et spécifiquement quand tu donnes des cours en ligne, parce que c'est ça que les gens qui vont écouter ce podcast font. Qu'est-ce que tu utilises le plus de ce que tu as appris pour les cours en ligne? En fait, ce qui était intéressant, ce qui m'a permis, les études, globalement, l'électrochoc que j'ai eu quand j'ai fait des études de FLE, par rapport à quand j'ai commencé en Allemagne où j'y connaissais rien, c'était de me dire, il n'y a pas une méthode qui est bonne pour enseigner. En fait, il faut être capable de varier les différentes méthodes. Donc en gros, ça peut marcher d'enseigner avec les films, ça peut marcher d'enseigner avec les musiques, d'enseigner à partir d'un manuel de grammaire, de faire de la communication, enfin tout fonctionne, mais disons que tu réponds à différents besoins, tu vois. Un étudiant qui veut faire que la communication, ou la conversation, tu vas faire que ça avec lui, et il s'en fout de la grammaire. Dans ce moment-là, ça sert à rien de prendre un livre de grammaire et de faire la grammaire directement, tu vois. Donc moi, en gros, à quoi ça m'a servi? J'ai compris qu'il fallait utiliser un peu tout pour faire un enseignement de qualité, si on veut faire progresser les apprenants de manière globale. C'est ça que j'ai compris. Le truc, c'est que, en fait, j'ai pas vu les outils, je me suis pas servi clairement des outils pour arriver à enseigner de manière, d'une façon satisfaisante, on va dire. J'ai compris, je savais qu'il existait des manuels à l'époque, mais j'en avais jamais utilisé de ma vie, tu vois. Et en fait, j'ai compris qu'il existait ce genre de choses en Master FLE, mais c'est ensuite, quand je suis allé sur le terrain, et que j'ai enseigné notamment en Chine, dans les alliances françaises, tout ça, que j'ai commencé à utiliser certains manuels de FLE, de français. J'ai vu, ah ouais, la grammaire, en fait, c'est tellement mieux quand on a directement le contexte dans un texte, et qu'ensuite on voit la théorie. Voilà, manière déductive comme ça. Parce que moi, j'ai pas traité ça en Master FLE, j'ai pas vu comment on pouvait apprendre la grammaire, qu'il n'y avait pas juste des listes de pronoms qu'on balance à l'étudiant. Non, on peut le voir en fait dans un texte. Et ensuite, on aura un point langue qui est très très simple, qui est simplifié. Et en plus, après, derrière, on fait les exercices, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert, en fait, dont j'ai pris conscience en master. Et ensuite, par la pratique, que j'ai pu directement mettre en application. Simplement. Donc, voilà. Je sais pas si ça répondait à la question à la base que tu m'avais demandé. Donc, tu mentionnes ici un truc qui est d'utiliser du bon matériel qui fait déjà le boulot un petit peu à ta place. En fait, ce dont je me suis rendu compte, mais que font tous les profs de FLE, même en école de langue, quand ils enseignent, c'est que, en fait, quand ils préparaient leurs cours, il y avait un truc un peu créatif où, souvent, ils pouvaient avoir des cours à l'avance si vraiment ils avaient la flemme, etc. Moi, ce que j'ai énormément fait aussi. Mais là où tu vas avoir le plus d'impact sur les apprenants, et même toi où tu vas prendre le plus de plaisir, c'est quand tu dis, je parlerais bien d'un truc là qui s'est passé dernièrement. Ça peut être, j'en sais, un chat GPT ou peu importe ce que c'est. Et donc, tu vas piocher un peu partout. Tu vois, tu vas pouvoir utiliser un manuel, regarder sur Internet, peut-être même utiliser l'IA. Maintenant, c'est une manière de construire ton cours. Peut-être demander à un collègue. Ça, c'est aussi l'avantage quand tu es en école de FLE, c'est que tu peux demander à des collègues, etc. Donc, en fait, il y a tous les moyens qui sont bons. Et en général, les bons cours, c'est qu'on va prendre un peu de tout, comme ça, tu vois. Et on va faire un truc qui va nous ressembler le plus et pas un truc qu'on a pompé à un tel. Parce que si tu prends un cours qui est tout prêt, alors moi, il n'y a pas de souci, je l'ai fait pas mal de fois de reprendre des cours tout prêts, c'est qu'en fait, toi, c'est pas ta manière de penser à toi, tu vois, c'est pas toi qui l'écrit avec tes mots, qui l'illustre de cette manière-là, qui l'explique avec des mots spécifiques, etc. Donc, si la personne qui prépare les cours a une personnalité proche de la tienne, tu vas peut-être réussir à faire des trucs intéressants, mais si toi, tu n'as rien à voir avec cette manière de faire, ça sera un petit peu plus compliqué à mettre en place, ou en tout cas à bien l'utiliser, ce matériel-là. Donc, donc voilà.
Et donc, du coup, concrètement, pour les gens qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont jamais enseigné de langue avant, et tu vois, peut-être qu'ils suivent ma chaîne et qu'ils disent ok, c'est bien la conversation, mais moi je veux aussi enseigner d'autres compétences dans le français ou n'importe quelle langue, puisqu'au final c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que tu leur conseillerais vraiment concrètement, étape par étape, pour donner des cours qui s'adaptent à n'importe quel étudiant, n'importe quel niveau? Quelle est la checklist? Quelles sont les étapes? La checklist, déjà, c'est un truc, en fait, c'est que je pense que les gens qui partent de zéro, même ceux qui n'ont jamais vraiment mis un pied dans le marketing ou dans le business, c'est avant même de savoir enseigner n'importe quoi, c'est de s'intéresser déjà à l'élève en lui-même, tu vois, d'analyser un peu sa personnalité ou même les besoins, les goûts des apprenants. Ça, c'est... En fait, on peut pas, si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à donner un cours intéressant. Donc, moi, déjà, c'est le truc principal, c'est tu as un élève ou même plusieurs élèves, de quoi ils ont besoin précisément, tu vois. Comme je le disais plus tôt, si ils ont tous à enseigner la conversation, pourquoi s'emmerder finalement à maîtriser la phonétique? J'en aurais pas forcément besoin a priori. Après, voilà, si tu veux, le plan étape par étape pour enseigner n'importe quel niveau de compétence, ou que ce soit la phonétique, la grammaire ou peu importe, moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait, c'est que, comme j'ai dit, je suis parti un petit peu de la pratique directement. C'est la méthode à la dure, c'est on te lâche sur le terrain, t'es un peu avec ton bouclier et ton épée, et t'essaies de faire un peu comme ça. Je sais qu'il y en a qui peuvent trouver ça intimidant au départ, et c'est normal, ça fait partie du jeu, mais c'est redoutablement efficace. C'est-à-dire que sur les premières heures, tu vas dire, oula, c'est un peu intimidant, et petit à petit, tu vas dire, ah oui, quand même, j'ai quand même la pratique, je me prends un peu les baffes dans la gueule, et là, j'ai peut-être fait quelques erreurs à ce cours-là, mais au prochain cours, j'ai compris quelles étaient mes erreurs, et je vais pouvoir ajuster, en fait, tu vois, petit à petit. Mais je pense que c'est aussi ce que tu as fait en fait finalement quand tu as enseigné la conversation au début, tu n'étais pas forcément à l'aise, tu as fait des erreurs et tu t'es dit oula ça allait pas trop, je m'en suis rendu compte. Alors après il faut être capable de s'en rendre compte aussi, tu vois. Faut regarder par rapport au non-verbal, est-ce que mon élève là il était complètement perdu, j'ai fait un peu n'importe quoi ou pas. Donc il faut à la fois l'analyse des besoins, à la fois voir est-ce que l'apprenant il est perdu ou pas, ou c'est pertinent pour lui. Et moi comme je t'ai dit, ma méthode c'est d'y aller franco en fait. Ça peut être intimidant mais faut y aller un peu à la bourrin si tu veux en fait. De prendre par exemple si tu veux enseigner, allez je prends un autre exemple, la phonétique. Moi il n'y a encore pas si longtemps j'étais pas méga à l'aise pour enseigner la phonétique, et ben il y a des manuels pour ça, notamment ça s'appelle phonétique progressive du français. J'ai pris le manuel, c'est vraiment bien foutu, tu vois. J'avais juste fait mes petits PowerPoint que j'ai préparé pendant 20 minutes où je fais glisser déposer le texte, je prends les audios, etc. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que petit à petit, je construisais mes connaissances de phonétique, tu vois. Mais ça a été vraiment par la pratique que je l'ai faite, que j'ai construit tout ça, tu vois. Alors que j'aurais pu très bien reprendre mes cours de Master FLE, où j'ai enseigné la phonétique, et au final, où on parlait de, la langue, il faut qu'elle soit dans telle position, dans la bouche et tout. Alors, c'est pas inintéressant tout ça. Mais là, on est plus dans une approche... un peu pour les gens qui veulent faire limite un mémoire de Master 2 ou même limite un doctorat, tu vois. Pas plus pour enseigner. Alors que vraiment pour enseigner, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux vraiment que d'y aller un peu en mode soldat et d'y aller comme ça, tu vois. Mais du coup, ça veut dire que la personne avant son cours, elle sait que par exemple, imaginons un cas clair, la personne est sur Preply, nouvel étudiant, niveau A2, et la personne dit, l'étudiant dit je fais des fautes de grammaire ou des trucs comme ça, classiques, je sais pas utiliser les prépositions, enfin bref, un truc à la con. Qu'est-ce que tu fais pour préparer ce cours-là? Tu vas où, quoi? Tu vas sur Google ou Moi, ma référence, c'est de prendre un manuel. Moi, j'aimais bien certains manuels. Par exemple, les plus connus, c'est Alter Ego et Edito. Tu vois. Et dedans, tu as toute la grammaire, mais vraiment, tu as tout, quoi, en fait, là-dedans. Ce que je faisais, moi, j'avais par exemple un PDF de Alter Ego, qu'on peut trouver méga facilement, enfin que tous les profs arrivent à avoir facilement. Et en fait, moi, je faisais juste une recherche dans le PDF, et je mettais genre préposition, et là, j'avais le point langue et la leçon en rapport avec ce point qui pose problème à l'étudiant, tu vois. Et en fonction de ça, je préparais un mini-cours par rapport à ça, et comme je t'ai dit, je préparais vraiment... Enfin, jamais on voyait la règle directement. Toujours, je voyais un contexte avant, et ça partait soit d'une compréhension orale, soit d'un texte. Parce que, en fait, pour que l'apprenant il puisse intégrer ça, il faut toujours qu'il le voit dans un contexte très précis, tu vois. C'est comme s'il lisait le journal, et puis d'un coup, il se dit « Oula, je connais pas trop ce truc-là, pourquoi là on met la préposition à au lieu de la préposition de » tu vois.
Ah, et après, tu lui expliques par rapport au texte, il voit un peu que c'est des structures de phrases, comme quand on apprend des langues, tu vois, c'est juste... parce que c'est pas hyper mathématique, c'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est ça, pour les prépositions, typiquement, je vois mal... c'est pas mathématique, il doit le voir dans un contexte absolument, et ensuite, une fois qu'il a compris un peu dans le contexte comment ça marche, après, on va faire le point langue sur les prépositions, et moi, ce que je faisais après, c'était les exercices. Alors, les exercices, pareil, je voulais pas faire des exercices structuraux un peu chiants. Je faisais des petits jeux learning apps, tu vois, peu importe, des QR codes qui scannaient, il prenait son téléphone, il faisait des glisser-déposer avec son doigt pour mettre des trucs dans des cases ou j'en sais rien. Et c'est très fun à faire, et au final, très rapidement, on avait ce jeu-là, et on pouvait même faire aussi un peu de production orale, tu vois, et dans la foulée, quelques devoirs, et voilà, il assimilait le point de grammaire, quoi. Ok, intéressant. Ouais, complètement autre monde. Je pense que ça m'aurait amusé d'être prof de FLE, ce qui montre bien que je ne le suis pas du tout, quoi, parce que genre je découvre ce métier un peu. Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que toi, à la base, tu t'étais comment? En fait, tu étais juste apprenant de langue, t'avais appris, voilà, t'avais fait des études de langue, tout ça, et moi pareil, j'étais comme toi, en fait, j'étais pas passionné d'enseignement du français, mais c'est justement par la force des choses que j'ai atterri là-dedans. Et au début, je me disais, ah ouais, mais quand j'étais au collège, je m'en foutais des cours de grammaire, de français. J'étais pas passionné de ça, tu vois. Ouais. Mais c'est en fait, petit à petit, tu accumules les petites victoires. C'est, là, je sais enseigner les pays masculins et féminins. Là, je sais enseigner les prépositions. Là, je sais enseigner le subjonctif. Et petit à petit, voilà, tu te formes des connaissances en grammaire. Et j'aurais jamais pensé, quand j'étais plus jeune et que je détestais ça au collège, j'aurais jamais pensé prendre goût, en fait, à enseigner un truc aussi, entre guillemets, barbant que la grammaire, tu vois, par exemple. Ou même la phonétique, qui est vraiment encore plus technique, quelque part, que la grammaire, tu vois. Mais ouais. Non, ouais. Pour moi, c'est deux choses très différentes, la grammaire et la phonétique. La phonétique, je suis totalement... je pense que c'est super important. Grammaire, c'est... Ouais, je suis d'accord avec l'approche déductive qui est beaucoup mieux. Ce que je vois, c'est que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont appris beaucoup de grammaire. En fait, la plupart de la grammaire que j'ai apprise, c'est par mes étudiants. Ils font l'erreur, je les corrige, et après ils disent « Ah oui, c'est vrai, j'ai appris la règle », et tout ça. Du coup, ils m'apprennent la règle. Bref. Et du coup, imaginons, quelqu'un nous écoute et dit « Ouais, alter ego, tout ça, les bouquins, j'ai la flemme. » Ouais. J'ai la flemme grave. Est-ce qu'il y a une façon, genre, vraiment très feignante d'avoir des cours préparés qui sont juste à suivre et à la rigueur, ils changent 2-3 trucs si ça leur plaît pas, où tout est déjà fait et tout ça? Ouais. Bah, en fait, ça reste la même chose. De toute façon, quand tu as un manuel, c'est pas toi qui l'as préparé. De toute façon, c'est des gens qui ont préparé le manuel, tu vois. Alors peut-être que c'est vrai que sur certains manuels, il y a un côté un peu plus académique, c'est vrai. Sur Alter Ego, il y a peut-être ce côté... Il y a des profs qui ont adoré, tu vois. Je leur ai proposé Alter Ego, ils disent « Waouh, c'est génial et tout ». Il y en a d'autres qui ont dit « Ah ouais, c'est peut-être... » des profs qui se disent pour préparer. Ah, pour d'autres profs qui enseignent, ok. Ouais, qui se disent Alter Ego, ouais, j'ai un peu plus de mal. On voit que c'est le côté... Il y a un petit côté quand même un peu linéaire, voire académique, tu vois, c'est possible. Mais... quoi qu'il arrive, bah voilà, il y a d'autres outils, il y a d'autres façons de faire. Moi, j'ai pas mal utilisé de cours préparés aussi. Il y avait notamment le meilleur pour moi, ça reste Abdou de Flippies, qui était fort là-dedans. Et au début, il mettait pas trop de grammaire dans ses ressources, mais il a commencé à le faire, notamment pour le niveau débutant. Il a fait 12 unités didactiques sur comment passer de A0 à B1 en français. Et il met tout dedans et il y a de la grammaire, tu vois. Donc Flippies, comment ça s'écrit? FLI, 2PI, 2Z. Ok, d'accord, et donc c'est des ressources. Je continue à recommander Abdou parce que pour moi, c'est. Je veux dire, même si tu n'as jamais enseigné ta vie, en fait, ces ressources, elles sont tellement adaptées à quelqu'un qui n'y connaît rien, en fait, qui en a jamais fait. Et c'est plus ludique qu'un manuel. Ça parle plus. Parce que le manuel, des fois, il prend des trucs un peu vieillots, tu vois, ou des trucs. Il parle encore dans Alter Ego, ça leur arrive de parler encore de Hollande, alors qu'on n'est plus en Hollande, tu vois. Alors que Abdo, lui, des fois, il va faire des clins d'œil sur des trucs de la pop culture, des Simpsons, One Piece, pour ceux qui aiment le manga. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me parlait. Et quand j'enseignais ça, les gens, ils comprenaient même pas que c'était quelqu'un d'autre qui avait préparé, ils étaient persuadés que c'était moi qui avais tout préparé. Donc voilà. Après, s'il y a autrement que Flippies, t'as les experts qui sont pas mal aussi. Les experts FLE, c'est ça les experts FLE, ouais, je recommande aussi. Eux, alors Abdou, c'est vraiment des très grosses ressources qui vont te faire durer pendant 4-5 heures. Alors que les experts, c'est des petits PowerPoint que tu télécharges ou des petites fiches qui, voilà, pour le coup, ça coûte 1 euro, 2 euros, tu vois. Alors que Abdou, c'est un peu plus, un budget un peu plus conséquent. Mais les experts, c'est vraiment une grosse base de données où ils ont fait des centaines et des centaines de ressources.
Ok. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, donc ça c'est le payant. Après pour le gratuit, tu as d'autres sites, le Point du Fleu notamment, où tu peux trouver des trucs gratuits aussi dessus. TV5 Monde. TV5 Monde, ils sont plus spécialisés sur la compréhension orale. Ouais. Mais il y a quand même pas mal de choses, ils font de plus en plus de ressources. Donc j'aime bien aussi. Et après, en termes de ressources, je pense que c'est déjà pas mal avec ça. Il y a deux sites gratuits, 2 sites payants. Ouais, pas mal. Donc les 2 sites payants, c'est Flippies et Moi, en tout cas, Expertfleu. Moi, j'ai des ressources que j'ai proposées aussi aux profs, mais c'est plus basé. Alors, j'avais utilisé ChatGPT pour préparer mes cours aussi, mais il y avait aussi AlterEgo, comme je disais, donc c'est un peu cet aspect-là. Voilà. Et si les gens ils aiment pas les manuels, ils peuvent aller chercher. Je laisse faire le topo, comme tu disais. Ouais, donc on a 2 sites payants Flippies. FLI 2P I 2Z. Ouais. Ok. Ça. Les experts fleu, si on tape ça, on les trouve. Ouais. Site gratuit, le Point du Fleu. Et aussi, ce que je recommanderais très clairement, c'est ChatGPT aussi. Tout à fait. Ouais. Parce que ça permet de générer des choses uniques gratuitement. Enfin, ça dépend si on paye l'abonnement pour GPT-4, que je conseille vivement si vous travaillez sérieusement Tout à fait, sur Internet. Qui permet de donner les détails de l'étudiant. Moi, j'ai généré des cours super en donnant tous les détails que j'avais sur l'étudiant, leur prénom, le nom du chien et tout ça, type de conversation. Et ça génère des super cours. Et aussi, c'est des cours qui sont pas générés qu'une fois. En fait, c'est interactif du coup avec ChatGPT, puisqu'on peut dire ok, l'étudiant a plus de mal avec ça. Est-ce que tu peux générer un autre cours qui suit la logique avec plus de détails sur ces choses-là? Exactement. Donc c'est pas mal. Et ChatGPT, en plus, maintenant, pour préparer les cours, il y a des plugins. Donc par exemple, tu peux résumer toute une vidéo YouTube en donnant le lien et tu poses des questions de compréhension orale. Donc déjà, en 2 minutes, tu as ta compréhension orale sur une vidéo qui te tient à cœur, avec un texte pareil. Et les images, il peut traiter les images. Donc maintenant, même si tu as envie de préparer à partir d'un manuel, tu mets l'image du manuel, du texte qu'il y a dans le manuel. Tu prends en photo, du PDF par exemple, et direct tu as ta compréhension écrite. Enfin, vraiment, ça va très vite maintenant avec ChatGPT. Donc clairement, c'est une bonne chose. Il y avait aussi le plugin DALL-E qui permet notamment de créer des jeux. Tu peux créer des jeux pour enseigner le français grâce à DALL-E et ChatGPT. DALL-E qui génère des images ? Qui génère des images. Donc par exemple, je sais pas, tu fais de la description d'image. Tu peux inventer une image qui est sur mesure par rapport au point que tu veux traiter pour la grammaire ou le vocabulaire par exemple. Si tu veux décrire une maison, bah, tu dis, allez, je veux une maison avec des pièces, tant de pièces, pour préparer par exemple les prépositions de lieu, tu vois, sur, au lieu, à côté de, machin, et tu fais une image par rapport à ça. Ou tu fais, je sais pas moi, le jeu du qui est, ou enfin tu peux faire vraiment énormément de choses avec ChatGPT, donc clairement c'est un must pour les profs de français. Ok, super. Eh ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en dernier ? Bah non, j'étais content de faire ce podcast avec toi en tout cas. Donc ouais, juste si vous êtes curieux par rapport à son français, toujours vous pouvez me rejoindre juste sur ma chaîne YouTube. Moi c'est enseigner le FLE en ligne, donc c'est ma chaîne YouTube, mais je pense que tu auras mis le lien certainement, peut-être en description, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mais voilà. Non, mais de toute façon, voilà, si vous tapez enseigner français ou le FLE, je pense que vous trouvez facilement. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je traite un peu de tout, en fait. C'est à la fois l'enseignement dur, comme on a vu, un peu la grammaire, là, c'est un peu technique, certains trucs qu'on a vu, mais aussi l'aspect plus général sur trouver des clients, ce genre de choses. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, Tom, pour ton invitation. Merci, Jérémy, de partager tout ton savoir sur ce podcast. Salut!